André Braic, on va parler de l'univers et on va parler de cette recherche fondamentale qui est la vôtre, de cette science qui est la vôtre. Mais avant, j'aimerais qu'on, sur 2 ou 3 points, nous parlions du personnage que vous êtes. Alors, j'aimerais savoir quand vous travaillez et si vous buvez beaucoup de café, parce que les témoignages qu'on a de vos étudiants, vous êtes quelqu'un qui travaille la nuit, mais on n'est pas sûr que vous dormiez le jour, finalement. Oh, mon personnage, c'est peut-être moins intéressant que les étoiles, mais si vous voulez savoir ce qu'il en est, voilà, oui. Oui, de tempérament qui n'a rien à voir avec le fait que je suis astronome, j'avoue que le cycle de vie que j'ai ne correspond pas à 24 heures. Alors, j'ai jamais envie de me coucher le soir et je n'ai pas plus envie de me lever le matin. Alors, le problème, c'est qu'à la fin de journée, j'ai pas fini, donc je continue. Et puis, quand quelquefois je vais me coucher à 7 ou 8 heures du matin, si j'ai une réunion à 9 heures, je ne suis pas très frais le lendemain. Et puis, si par contre je n'ai pas de réunion avant 2 heures l'après-midi, je dors tout de même un peu. Et l'autre problème, c'est qu'actuellement, la mission dans laquelle je suis impliqué jusqu'en 2011 à peu près, ça se passe en Californie, ce qui veut dire que je dois y être tous les mois. Et alors, j'y vais pas tous les mois, j'y vais 2 fois tous les 3 mois à peu près. Et 9 heures de décalage horaire à mon âge, c'est épouvantable. Alors, l'heure et moi, c'est une chose un peu compliquée quelquefois. Et puis il y a cette chose, je dirais... Quel âge a cette personne qui dit être née au bon moment? Vous avez quel âge? Ben moi, le jour où je suis né, c'est peut-être pas le bon moment, puisque la flotte française se sabordait à Toulon et les troupes allemandes envahissaient le sud de la France. Ouais. Donc vous voyez, dès que je suis né, les catastrophes commençaient. Ouais. Cela dit, pour l'astronomie, je suis né au bon moment. Mais je serais né au bon moment si j'étais né en 1590. Je serais né au bon moment si j'étais né en moins 1312. Il y a des moments dans l'histoire comme ça où ça flamboie, où il se passe beaucoup de choses, moments plus calmes. C'est de référence Oh, ben, 1312, j'aurais connu Démocrite, qui vraiment est un individu extraordinaire, qui a une vision du monde extraordinaire, qui s'est dit le monde, ça doit être fait de choses qui sont des insécables. Un insécable, en grec, ça se dit un atome. Et évidemment, il a été pendant 2000 ans rejeté avec vigueur. Et puis en plus, il paraît-il, il avait un sens de l'humour tel qu'un jour, ses voisins ont appelé les forces de l'ordre parce qu'il riait si fort. Donc le sens de l'humour, un bon scientifique, ça c'est une référence. Démocrite, l'humour, on va y revenir dans une seconde. Et puis à ce moment-là, chez les Grecs, il se passait des choses intéressantes aussi. Ouais. La deuxième référence, c'est la Renaissance scientifique. Si vous voulez, au moment des Grecs, on a voulu expliquer le monde de manière magique. C'était la tribu, c'était les religions, etc. On évoquait je ne sais pas quoi. Puis un jour, il y a des gens qui ont dit « Mais si toute cause a un effet, tout effet a une cause, on l'explique rationnellement. » Et c'est ce qui a fleuri à la Renaissance scientifique, avec Copernic, Tycho Brahe, Galilée, Kepler et autres. Et 1590, j'aurais eu 20 ans en 1610, et là, c'est les lois de Kepler. Ça était bien, ça était pas mal, il se passait beaucoup de choses. C'est le moment où on a pour la première fois pointé une lunette vers le ciel. Et puis l'autre moment très grand, c'est... Après 1968, l'astrophysique, c'est 2 choses qui explosent, c'est la biologie et l'astrophysique. C'est vrai qu'avant 68, on ne connaît pas grand-chose. Hein. Je n'ose dire ça, mais disons, il s'est passé des choses après. On connaît peu, par rapport à ce qu'on a appris derrière. C'est parce que la maison, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait depuis s'il n'y avait pas eu tout ce qui est avant. C'est un long cheminement. Et puis là, il y a 2 sciences qui explosent, qui sont la biologie et l'astronomie. Et en le mettant en termes un petit peu différents, c'est l'homme et l'univers, c'est la place de l'homme dans l'univers. Et les métaphysiciens, qui ne sont pas des physiciens, se sont posés cette question depuis longtemps. Et j'ai la faiblesse de croire qu'on apporte quelques éléments de réponse, on n'apporte pas la réponse évidemment, mais quelques éléments qui permettront ensuite aux successeurs de réfléchir. Nous allons y venir. 2 autres traits de caractère, c'est l'humour, hein. On vient de parler de Démocrite. Je prends votre livre qui est un livre de vulgarisation, hein. C'est cette envie de mettre à portée, c'est cette envie de donner envie d'aller plus avant. Hein. Oui, pas forcément de mettre à portée, parce qu'il y a quand même quelques passages de votre livre qu'il faut s'accrocher. Alors j'ai pas réussi. Oui, non, je vais vous en lire un si vous voulez, mais bon. Non, mais pour le... Non, je crois que la seule chose importante dans la vie, c'est de donner aux gens le goût d'eux. Je trouve que je suis enseignant, j'enseigne à l'université Paris 7, et je me rends compte que si je me mets au tableau en écrivant une équation compliquée, l'étudiant va rapidement dormir, et en plus, il peut très bien voir l'équation dans un livre. Par contre, si je lui donne le goût d'eux, eh bien, il va être curieux, il va regarder des livres, et c'est ça. J'aimerais donner aux gens le goût d'eux, et surtout, j'aimerais faire comprendre aux gens, leur donner un peu de doute. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doute. Et les gens veulent des certitudes. Ne dites pas tout en même temps, sinon je ne pose plus de questions. Oh, je vous laisse. Oh, j'ai encore Alors, ce que je voulais dire, 2 traits de caractère, c'est... Bon, on parlait de l'humour de Démocrite, et dans ce livre, qui est un livre de mise à portée, et de volonté de donner le goût, Enfant du Soleil, Histoire de nos origines aux éditions Odile Jacob. Il y a notamment le baiser de Rodin, mais que vous signalez à votre façon en disant la chose suivante. Si elles sont séparées par une distance de 1 cm, 2 personnes sont attirées l'une vers l'autre par une force d'attraction gravitationnelle qui est pratiquement la même que celle de la Lune sur l'une d'entre elles. Il y a évidemment entre elles d'autres sources d'attraction dont nous ne parlerons pas ici, mais cette petite attraction gravitationnelle 100 000 fois plus faible que celle de la Terre sur ces mêmes personnes est suffisante pour provoquer des effets de marée dans tout le volume de la Terre. Voilà une belle façon de dire et d'avoir de l'humour.
C'est comme ça que ça se passe. Je crois que la vie sans humour, c'est pas la vie. Les lois de l'espace, hein, finalement. Oui, mais c'est cette prise de conscience, ça aussi c'est un progrès extraordinaire que, en fait, tout ce qui régit l'univers, aussi bien sur Terre, sur les planètes, les étoiles, les galaxies, ce sont un peu les mêmes lois qui régissent tout ça. Ce sont des choses très simples. L'univers est simple. Je dis toujours aux étudiants, quand vous hésitez, on comprend bien un phénomène, quand vous hésitez en deux explications, vous n'êtes pas tout à fait certain, c'est la plus facile qui est la bonne. La nature est assez simple finalement. Et cette comparaison incessante dans ce qui se passe sur Terre et l'univers, c'est le progrès qu'on a fait. Chez les Grecs, la physique n'était pas démocratique. Il y avait les lois de la Terre, il y avait les lois du ciel. Alors les lois de la Terre, c'est que la Terre était au centre de l'univers et les corps tombaient puisqu'ils rejoignaient le centre. Et vive les esclaves. Ah bah oui, ça, quand on est esclave, on ne fait pas la vaisselle. Vous me laissez 2 secondes. Enfin, sur toute cette loi, en plus, on apprend au hasard de votre lecture qu'il y a que Roche a une limite. Parce qu'il y a la limite de Roche qui fait que, finalement, quand un satellite s'éloigne de sa planète de référence, il explose. Et ça s'appelle la limite de Roche, du nom d'un physicien français, qui a mis ça. Et donc, toutes ces petites choses qui, finalement, sont... Oui, parce que la Lune ne pourrait pas être à côté de la Terre, elle s'est cassée en morceaux. Par contre, nous sommes ici ce soir sur ce plateau, sans nous sentir étirés, parce que nous sommes trop petits pour que cet effet soit marquant. Ouais. Et les forces de cohésion entre... Mais si nous avions 200 km de dimension, eh bien, vous vous sépareriez en plusieurs personnages. Avant d'aller au cœur du problème, votre enthousiasme, on a vu l'humour, on a vu cette suractivité, finalement, cette difficulté à être dans la passion du métier. On le voit, on le sent, enfin, on vous voit vibrer, finalement, vous bougez comme ça en permanence. Mais il y a aussi cet incroyable enthousiasme et cet amour de ce qui permet de connaître l'espace. Avant la rencontre avec Neptune, beaucoup étaient inquiets. On parle de Voyageur 2, qui est une sonde américaine qui va explorer les confins. Voilà. Beaucoup étaient inquiets. Cette sonde, lancée depuis 12 ans, serait-elle encore en bon état? Ce robot de 800 kilos, à moitié sourd et un peu arthritique, n'allait-il pas tomber en panne? La lumière solaire étant 900 fois plus faible au niveau de Neptune que près de la Terre et beaucoup d'objets, anneaux ou satellites, étant intrinsèquement très sombres, il n'était donc pas certain, a priori, de pouvoir prendre des images à partir d'une sonde survolant le système de Neptune à plus de 27 km par seconde. Les ingénieurs ont magnifiquement réussi à programmer le mouvement de la sonde de manière à compenser l'effet de bouger pendant les prises de vue, un peu comme un photographe opérant à bord d'une voiture lancée à grande vitesse et photographiant une scène sur le bord de la route en effectuant un mouvement exactement inverse de celui de la voiture. Voyageur 2 a ainsi effectué des mesures dont elle était incapable au moment de son lancement. Partie pleine d'énergie en 1977, elle arrivait à Neptune en 1989 comme une vieille dame un peu rhumatisante, mais pleine d'expérience. Vous êtes amoureux des sondes spatiales, finalement? Ce qu'elles nous rapportent, surtout. Les sondes sont un peu froides. Et surtout, regardez la chance que nous avons, l'aventure que nous vivons en ce moment. C'est la même que celle qu'ont vécu certains hommes qui s'appelaient Magellan, Christophe Colomb, Bougainville, etc., qui découvraient la Terre. C'était ces navigateurs qui racontaient ces histoires. Mais c'était difficile d'être navigateur à cette époque. On mourait du scorbut, on était capturés, on faisait naufrage, et on partait, mais on ne revenait pas la plupart du temps. Là, les sondes nous apportent ces informations. Nous avons le bonheur de pouvoir manger normalement, boire très bien, même si quelquefois en Californie, l'air conditionné n'est pas agréable et les Américains ne savent pas encore très bien ce que c'est que la gastronomie, mais les conditions sont meilleures que ce qu'ils avaient à l'époque. Donc ces sondes sont un peu nos yeux et nos oreilles projetés à distance. Nous gardons le confort terrestre, mais nous explorons l'univers en même temps. On va essayer de se résumer. C'est impossible. C'est résumer la connaissance qu'on a sur l'univers, connaissance qui n'a jamais été aussi importante que, disons, depuis la Première Guerre mondiale. On n'a jamais fait autant de progrès. 68 étant un point de bascule, vous l'avez souligné tout à l'heure. Oui, le point de bascule, en gros, c'est 2 choses. C'est la recherche spatiale et c'est les ordinateurs. La recherche spatiale, ça veut dire qu'on va au-dessus de l'atmosphère de la Terre. Et donc nous étions, l'image que je donne souvent, c'est de dire, imagine un enfant qui à la naissance serait né avec des lunettes vertes. Il aurait vu le monde en vert, il aurait vu des feuilles aux arbres, pas vu les troncs. Dans la rue, il aurait vu les voitures vertes, pas les autres. Et un jour, on lui disait, mon petit, tu as grandi, il a 12 ans, mettons, on lui retire ses lunettes. Puis il voit que dans le monde, il y a du bleu, il y a du rouge, il y a du jaune, le monde est riche. Exactement la même chose des astronomes. Le rayonnement qui nous arrive, c'est-à-dire l'information qui nous arrive, elle est en rayon gamma, en rayon X, en rayon ultraviolet, infrarouge, radioastronomie, etc. 350 millions d'années pour nous arriver. Quand c'est loin. Et puis, on se met au-dessus de l'atmosphère, on voit tout ça. Donc, brutalement, cet univers qui était un petit peu, pour parler vulgairement, un petit peu riki, en quelque sorte, on ne voyait pas grand-chose, il se révèle à nous dans toute sa richesse, au point même, nous n'avons pas encore digéré toutes ces informations. C'est-à-dire que nous les recevons, il faut prendre du recul. On va prendre. Alors, sur l'idée, il y avait un mot sur lequel je voulais, mais je pense que je connais la réponse, sur lequel je voulais...
c'est l'idée de la conquête spatiale. Je ne suis pas sûr le mot conquête soit... Oui, il est un peu ambigu. Non, il est conquête au sens conquête de l'esprit humain. Ouais. C'est-à-dire qu'on a compris quelque chose de nouveau, c'est une conquête pour l'homme. Parce que ce qui est frappant, c'est que l'homme qui était mis au centre de l'univers pendant très longtemps, si vous disiez on n'est pas au centre de l'univers, Jordan Bruno, hop, au bûcher, on vous brûlait, enfin c'était épouvantable. 1600. Eh bien, 1600, 17 février, c'était fini. Absolument. Eh bien, cet homme on se rend compte qu'on n'est plus qu'un individu quelconque, sur une planète quelconque, dans une étoile quelconque, on habite même pas la grande banlieue, la campagne la plus reculée. Eh bien, en même temps, il a été capable, cet homme, de comprendre tellement de choses en si peu de temps. Et il m'émerveille, disons, des progrès qu'il a pu faire en peu de temps. Et vous aussi, quand on lit les 400 pages, on a l'impression, moi, il y a la moitié des choses, vous les dites, je suis obligé de les prendre comme telles, puisque je serai toujours et de toute ma vie incapable de retrouver l'équation mathématique qui illustre votre savoir. Alors là, justement, je voudrais m'opposer à cette phrase-là. Parce que la science, souvent, est mal comprise. Pourquoi ? Parce que la technique que nous employons en science est très particulière. Elle demande, pour être maîtrisée, effectivement, un certain nombre d'années d'études. Mais pour moi, la science, c'est exactement la même chose que la musique, que la peinture, que la philosophie, que l'histoire, que la géographie. C'est un élément de culture. Et à cet élément de culture, chaque individu, chaque personne doit le comprendre. C'est-à-dire, moi, quand je vois une peinture superbe, je ne dis pas que je ne suis pas intéressé, mais je ne sais pas comment le peintre s'y est pris. Je ne connais pas sa technique. Et c'est une technique qui demande du temps. Le sculpteur, je ne sais pas comment s'y est pris. Mais je suis capable de dire, cette peinture ou cette sculpture me donne de l'émotion, ou me plaît, ou me déplaît. Et bien, c'est la même chose en science. Nous vous apportons des informations, et nous apportons avec une technique qu'évidemment chacun ne va pas apprendre, mais surtout chacun doit pouvoir la comprendre. Parce qu'après tout, nous sommes des citoyens qui votons. Alors quand on va décider des choses sur le nucléaire, l'effet de serre, la couche d'ozone, que sais-je, autant avoir des connaissances qui ne datent pas uniquement du XVIIe siècle. Il faut le savoir. Et c'est très facile. Et ce qu'il y a dans la science, c'est qu'en gros, tout ce qui est scientifique... Effet de serre, couche d'ozone, XVIIe siècle. Comment voulez-vous qu'on rentre il faut déjà une arborescence dans l'émission pour aller chercher ce que vous venez de dire. Oui, mais disons les grandes questions, si on veut résumer. Très bien. Et disons, en gros, pour ces grandes questions, ce que j'ai en science, toute proposition que je vais faire est vérifiable par quelqu'un d'autre. C'est Karl Popper, mais Claude Bernard le disait mieux que lui avant, qui disait une phrase n'est scientifique que si on peut montrer qu'elle est fausse, donc si elle est falsifiable. C'est-à-dire, si je vous énonce quelque chose, vous pouvez me démontrer que j'ai tort, ma phrase est scientifique. Si je vous énonce quelque chose, vous ne pouvez pas démontrer que j'ai tort, ce n'est pas une phrase scientifique. Je prends ce livre, je dis si je le lâche, il va tomber vers le bas. Vous pouvez le vérifier. Si le livre part vers le haut, dans ma loi de la gravitation, il y a un dirait un mot de problème. la connaissance. Tout ça, donc, je veux dire, c'est pas quelques magiciens qui ont des connaissances qui ne sont pas à la portée des autres. Pas du tout. Alors, donnons quelques repères par rapport à ce que vous dites. D'abord, vous nous apprenez l'humilité. D'une certaine manière, en disant ceci, par exemple, loin d'être au centre, le système solaire est situé à la périphérie de notre galaxie. Dans un rayon de 10 années-lumière autour de lui, on trouve une dizaine d'étoiles. Dans un rayon de 100 années-lumière, on en trouve une dizaine de milliers. Et dans un rayon de 1000 années-lumière, une dizaine de millions. La galaxie elle-même comprend environ 100 milliards d'étoiles réparties dans un disque d'une centaine de milliers d'années-lumière de diamètre. La distance moyenne entre les étoiles est de l'ordre de 4 années-lumière, alors que la Terre est à 8 minutes lumière du Soleil. Tout petit, on est ridicule, ça apprend l'humilité. Alors, l'humilité, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que on a l'impression d'être dépassé par le nombre de choses. C'est-à-dire qu'entre deux articles de journaux qui datent de 6 mois, sur le premier, je lis qu'on a découvert 66 exoplanètes, et qu'il y a 15 jours, on en a 8 de plus. Les exoplanètes étant des planètes que l'on découvre hors du système solaire. Oui, c'est exact. Voilà. Mais là aussi, il y a une énorme ambiguïté. Les journaux qui annoncent cela, il faut un peu croire aux lecteurs qu'on découvre des grosses planètes. Et donc, c'est encore un effort camarade. Alors trouver une Terre. Non, pas du tout. Elles sont très grosses. Elles n'ont rien à voir avec le système solaire. Et je dirais même, si vous cherchez une autre Terre, qui a un obus important, et je pense qu'au XXIe siècle, on va probablement trouver une autre Terre, avec les techniques qu'on développe actuellement. Je dirais là où on trouve... Où on vivra. Oh, ça, c'est une autre question. Disons une alpha, c'est vraiment une autre question. Et donc, donc là où il y a des exoplanètes, c'est là où il ne faut pas regarder pour chercher une éventuelle Terre. Parce que ces grosses planètes très près d'une étoile sont des situations très particulières qui interdisent la formation d'un objet comme la Terre parce qu'elle serait soit chassée, soit non formée, etc. Donc il y a beaucoup d'ambiguïté. Et là, vous tombez sur le point suivant, c'est qu'en gros, l'astronomie n'est pas enseignée à l'école, alors que je le rappelle, c'est la plus ancienne des sciences. Quand on me demande quel métier j'exerce... Il y a 8 enseignants d'astronomie à Paris, c'est ça ? À l'université de Paris 7 où je suis, nous sommes 4 professeurs à l'université. Et dans toute la France, j'ai une époque de ma vie, quand j'étais plus jeune, présidé le comité qui nomme les profs de fac. Nous sommes environ 80 à enseigner l'astronomie en France, alors qu'il y a 57 000 enseignants-chercheurs en France. Puis par rapport à la masse documentée, l'informatique que vous véhiculez... Alors, c'est pas à l'école, très peu, alors que nous sommes la plus ancienne des sciences. Donc, je dis toujours, quand on me demande quel métier j'exerce, je réponds le plus ancien du monde, c'est nous, pas d'autres, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est nous, plus ancienne et en même temps la plus moderne. Eh bien, cette science-là, comment dirais-je,
Dans les journaux, on donne souvent des choses qui sont un petit peu spectaculaires. Quand vous regardez un journal télévisé, le journaliste ne peut pas faire autrement, il donne en 20 secondes une nouvelle avec une image généralement n'a rien à voir avec la nouvelle. Les gens sont perdus. Et donc il y a un effort qui doit être fait. Pour l'instant, les médias ont beaucoup de difficultés à donner ça. Alors parce qu'on fait croire aux gens de s'ennuyer. Sur le temps, je voudrais qu'on regarde deux images. D'abord, les images d'anneaux autour de la planète Neptune, qui ont été photographiées par la caméra de la sonde Voyageur 2, on en parlait tout à l'heure. Ce sont des images qui datent du 23 août 89. C'est la première fois que la planète était approchée. On voit ces images. Et par vos travaux, donc par vos découvertes, vous avez fait que les Américains ont décidé de faire un détour finalement à la sonde. Bon. En condition d'histoire, des gens avaient publié un article montrant que Neptune ne pouvait pas avoir d'anneau. Et sur quoi j'insiste, il faut regarder. Et donc j'ai eu la chance en 1984 de faire une observation qui a prouvé l'existence d'anneaux. Mais cette observation est indirecte. En gros, l'idée est très simple. Au moment où Neptune passe devant une étoile, je regarde l'étoile, et si le lien est interrompu un petit peu avant ou un petit peu après le passage de Neptune, c'est qu'il y avait quelque chose entre l'étoile et nous. Et ce quelque chose, c'est peut-être un anneau. Alors, donc, on a trouvé ça. Votre intuition. À 2 reprises. Alors, j'ai dit à Voyageur 2, puisque j'étais membre de l'équipe scientifique, changeons un petit peu la trajectoire prévue, de façon à passer à côté et prendre une photographie. Au début, on m'a dit, c'est ridicule, c'est pas vrai, parce qu'un avion qui serait passé un nuage ou un coup de coude dans le télescope aurait donné le même résultat que l'observation que j'avais faite. Alors, on n'était pas très sûr, disons. Et donc, j'ai dit, mais là, je pense qu'on vous a regardé. Alors, c'était tout un combat un petit peu difficile, parce que cette sonde coûte quand même $1 milliard. Donc, si on faisait une fausse manœuvre, on perdait beaucoup. Combien d'euros ça à peu près la même chose. La sonde Cassini, qui est la grande aventure de ce siècle, c'est $4 milliards. Là, on est à 27 milliards de francs à peu près. Alors la sonde Cassini, justement, parce que sinon je vous laisse parler. La sonde Cassini, on regarde ce que c'est que la sonde Cassini-Huygens. On voit des images. Ça, c'est le lancement de la sonde. Et si nous voyons l'image suffisamment longtemps, vous allez voir. Ah non, on ne l'a pas vu assez longtemps. Il y avait un nuage au-dessus de la fusée et on a traversé ce nuage. Là, c'est une maquette qui vous montre la partie européenne qui va se détacher bientôt pour plonger dans. Voilà, elle part plonger dans Titan. Titan est un monde où, dans la surface, c'est à environ une atmosphère de pression, comme nous, il y a de l'azote, comme sur Terre. La différence avec la Terre, c'est que la température est d'environ 80 Kelvin, moins 200 degrés Celsius. Donc il fait frisquet là-bas. Prenez une petite laine si vous y allez. Oui. Mais c'est un peu une Terre mise au congélateur. Et ce qui passionne les scientifiques, c'est de dire qu'est-ce qui se serait passé sur Terre si la Terre avait connu un froid aussi grand. Et donc on se retrouve dans la situation du physicien qui, dans son laboratoire, fait une expérience pour comprendre un objet. C'est pas la peine de faire une expérience sur Terre. On envoie une sonde sur Titan et on regarde ce qui se serait passé si la Terre était froide. Donc on la comprend bien. Avec mention de l'espace-temps, puisque le programme commence en 1991, la sonde est lancée en 1997, elle arrivera à destination en 2004. J'ajoute même un peu, nous sommes réunis pour la première fois à 15 personnes dans un bureau en 1980, en disant si on défendait cette idée. Et on a fait, nous partîmes quelques-uns, et on a réussi à financer la mission, $4 milliards, accepté par les gouvernements 75 américains, 25... Voilà, 75% américains, 25% Europe. Sélection des équipes scientifiques en 1991, lancement de la sonde en 1997, arrivée à Saturne en 2004, fin nominale de la mission en 2008, il y a du carburant qui restera à bord, c'est bon, fin nominale 2011, on dépouille qu'en 2021. Et on a des résultats. Et là, je vous raconte en 2022 ce qu'on a fait. Ouais. Non mais on voit bien, vous parliez du journal télévisé tout à l'heure, on voit bien votre espace-temps à vous. C'est une génération. Et ça veut dire que c'est une génération. C'est l'histoire du grand-père qui plante un arbre, c'est les petits-enfants qui en profitent. Et la science, c'est une longue chaîne, on se tient tous la main, et ce que je fais, je l'ai pu le faire grâce aux prédécesseurs. Alors vous dites finalement que l'espace, c'est 5 étapes. Vous dites c'est survoler, c'est tourner autour, c'est se poser, c'est échantillonner, donc on peut penser à la Lune, et puis vous dites enfin coloniser, mais là, ça ne nous appartient plus. Oui, vous abandonnez. C'est un clin d'œil, simplement. Quand on explore un objet, on jette un premier coup d'œil, ensuite on tourne autour, ensuite on se pose dessus, ensuite on ramène un échantillon qu'on examine sur Terre. Et il est évident que la suite de l'histoire, dont tout le monde n'est pas forcément conscient maintenant, c'est que le système solaire va être partie de notre univers. Et dans les siècles qui vont venir, le système solaire va faire partie de notre vie, en quelque sorte, comme l'Antarctique, les déserts africains, l'Amazonie, où personne n'allait à une certaine époque, tout le monde y va, enfin tout le monde, pas tout le monde, mais on y va plus. Comment finalement on peut mesurer? Alors, est-ce que vous êtes un enfant finalement? Parce que quand je vous vois à ce point enthousiaste, je me dis qu'il faut d'abord une âme d'enfant pour s'attaquer à la mesure d'une des mesures. Parce que cet univers est démesuré. Et plus vous avancez, plus c'est loin. Et a priori, ça s'arrête quand? Je crois qu'il suffit de la curiosité. La motivation d'un scientifique, c'est la curiosité. Comment ça se passe? Et quand vous parlez des mesurer les grands, imaginez un habitant au Moyen-Âge qui vivait dans son village. Le village qui était à 20 km était très loin pour lui. Si on lui avait raconté à l'époque qu'il y avait les tropiques, des îles, des cascades, le Colorado, il n'aurait pas compris. Les distances qu'on lui l'Australie, on aurait dit ça à tel endroit, il n'aurait pas cru. Et c'est la même aventure qu'on vit dans le système solaire. Aujourd'hui, s'il fallait actualiser
ce que le commun des mortels peut percevoir. On est vieux, enfin en tout cas le système solaire, c'est 15 milliards d'années. La Terre a démarré il y a 4,55 milliards d'années. C'est pas 4,54, c'est pas 4,56, 4,55. Voilà, et on peut être précis là-dessus. Oui, très précis. Hein, c'est de la même manière que vous datez les poteries égyptiennes, carbone 14. Alors, c'est pas le carbone 14, c'est l'uranium dans ce cas-là, mais vous datez de manière. Et 15 milliards d'années, c'est le moment de l'expansion. C'est le moment de l'expansion, le début de la nébuleuse qui va donner. C'est pas forcément le début. Hein. Ouais. C'est que nous sommes un peu, nous, des détectives qui cherchons des indices du crime, en quelque sorte. Alors, on recueille les indices, et avec ça, on fait un scénario pour expliquer, qui n'est pas forcément vrai. Hein. Et donc, on sait, l'univers entièrement est en train d'en expansion. Ça s'arrête l'expansion ou pas? Alors ça, c'est un grand problème. J'enseignais pendant 30 ans aux étudiants que, puisqu'il y a de la masse dans l'univers, l'expansion était freinée. Et donc la grande question est de savoir si ça allait retomber, si après cette grande expansion, il y avait un grand effondrement, ou si au contraire, l'expansion était indéfinie. Des nouvelles d'il y a 6 mois semblent indiquer que l'expansion s'accélérerait. Alors là, c'est un problème épouvantable, parce qu'il n'y a qu'une manière d'accélérer l'expansion, c'est d'apporter de l'énergie. Donc on appelle ça l'énergie noire. Le nucléaire étant fondamental. Ah non, le nucléaire, c'est pendant le coup. Non, mais dans l'énergie au départ. Hein, le nucléaire au sens, c'est même en dessous du noyau, c'est vraiment les quarks, les petites particules. Alors, nucléosynthèse, on fabrique les premiers éléments hydrogène et hélium au tout début, les autres dans les étoiles, ça c'est plus tard. Donc oui, tout ça est en expansion. Ça a démarré il y a à peu près 15 milliards d'années, à peu de choses près. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Peut-être un machin qui s'effondrait puis qui est reparti, peut-être, on ne sait pas très bien. Il y a même un collègue qui a imaginé, mais ça c'est de la science-fiction, un univers qui serait fait de ballons et de saucisses, et vous auriez des ballons et des saucisses qui gonflent et qui se dégonflent, et nous serions dans un ballon local qui gonfle. Donc ça ne veut pas dire qu'on a arrêté. Simplement... Si nous pouvions comprendre aussi bien que vous l'expliquez, ou en tout cas aussi... C'est simple, c'est simple. C'est-à-dire, présenter la science comme magique, c'est épouvantable. Ça nous fait assimiler au grand prêtre de la Haute-Égypte, du style le bon peuple ne peut pas comprendre et le scientifique nous apporter la vérité. C'est le contraire. En tout cas, tout est compréhensible. Le futur de l'univers, dites-vous, si les hommes échappent à l'impact d'un bolide géant, à l'expansion du Soleil ou encore à l'explosion de supernovas proches, sont-ils à l'abri pour autant? L'expansion de l'univers est évidemment freinée par la gravitation puisque toutes les masses s'attirent entre elles. Il y a donc deux solutions, ou bien il y a suffisamment de matière dans l'univers pour que l'expansion s'arrête un jour et que l'univers dans son ensemble se contracte pour vivre un Big Bang à l'envers, un Big Crunch, diraient les astronomes anglo-saxons, ou bien l'expansion est indéfinie, soit nous finirons dans la chaleur et le feu, soit nous finirons dans le froid et la glace. L'avenir, c'est gai. Ça, c'est moi qui dans très très longtemps. Dans très très longtemps. Combien de milliards d'années? On a le temps. La fournaise, c'est 10 suivi de 30 zéros. 10 puissance 30 ans. Alors ça veut dire des milliards, puisque 10 puissance 9, c'est le milliard. Donc, et si c'est au contraire, c'est l'expansion indéfinie, c'est 10 puissance 100 ans environ. Donc ça nous donne un petit peu de temps pour nous retourner et penser à un déménagement éventuel. Encore un mot, mais je vous propose d'abord d'écouter Edgar Morin, invité des mots de minuit le 3 mars dernier. Il était venu parler des 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur. Et il s'interrogeait ce jour-là sur la connaissance. On ne s'interroge jamais sur ce qu'est la connaissance. On laisse ce problème à la philosophie, alors que c'est un problème quotidien. Pourquoi? Parce que le propre de la connaissance, c'est le risque de l'erreur et de l'illusion. Du reste, quand nous regardons tout ce que les gens ont cru connaître dans le passé, nous avons l'impression qu'ils se sont trompés le plus souvent. Mais ce que j'ai voulu dire aussi, c'est qu'on enseignait des certitudes alors que notre condition, elle est profondément incertaine. Pas seulement ce qui va arriver dans le futur de la société, mais même l'individu, il naît, il ne sait pas les maladies qu'il aura, il ne sait pas si en se mariant, il va être heureux ou très malheureux, il ne sait pas, il sait qu'il va mourir, mais il ne sait pas la date, etc., etc. Donc il faut apprendre à affronter l'incertitude. Commentaire, André Braic? Oui, alors ça c'est un point très important. On a l'impression que la science vous apporte la vérité. Alors là, je ne voudrais pas que vous insistiez là-dessus. La science est capable de vous dire ce qui est faux, elle n'est pas capable de vous dire ce qui est vrai. On sait ce qui n'est pas avec la science. Voilà, je peux vous dire comment ça ne s'est pas passé. Vous pouvez me dire quelque chose, je vous dire ça ne marche pas. Il ne faut pas forcément vous dire comment ça s'est passé. Et quand je vous explique un scénario de la formation du système solaire, de l'expansion de l'univers, du monde des planètes, n'importe quoi, c'est un outil. Et je vais vous donner un bon exemple. Pendant 1500 ans, les hommes ont imaginé que la Terre est au centre de l'univers. Alors ils ont inventé un outil qui s'appelle le modèle de Ptolémée, épouvantablement compliqué, où on mettait des cercles qui tournaient les uns sur les autres. Il y avait celui qui était prof d'astronomie en 1252, là, mon prédécesseur s'appelait Jean du Sacré-Bois, Jean de Roscoe. Il avait 27 épiciers qui tournaient, j'imagine les étudiants de l'époque, ça devait être, pour passer l'examen, c'était épouvantable. Hein. Eh bien, ce modèle est faux. Or, si vous voulez savoir où sera Jupiter le 23 janvier 2150, ce modèle vous dit où il est. Donc un modèle est un outil, c'est pas la vérité. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est bien pour ça que la science est un outil qui amène nous différemment. Notre vie a changé depuis la Renaissance scientifique. Les grandes questions que se pose l'homme sont toujours les mêmes. Nous avons des outils différents pour y répondre. Donc quand on attend d'un scientifique qui vous apporte la vérité, c'est le contraire. Le scientifique qui vous dit « je sais », eh bien, c'est pas un scientifique.
Et vous savez très bien dans le monde que les imbéciles sont pleins de certitudes. Votre combat est un combat pour l'humilité, on l'a vu tout à l'heure dans la manière dont vous parlez de la petite terre dans ce gigantisme. C'est aussi un combat contre la bêtise. Je recommande à mes étudiants de boycotter toutes les maisons de presse, d'édition et de moyens audiovisuels qui diffusent un horoscope, une rubrique d'astrologie ou des histoires de soucoupes volantes. Oui. Bon, d'accord, ben voilà, prise de position. Non, c'est pas une prise de position, c'est que le directeur de la chaîne ou le directeur du journal est souvent un homme éduqué. Il fait de l'argent. Et faire de l'argent est juste la qualité humaine. Ça, c'est grave. Si quelqu'un me dit, moi, je crois là, sur les horoscopes et tout, je lui dis, je vous aime quand même, c'est pas grave, ce que vous avez, ça se soigne, c'est pas, vous inquiétez pas. Mais le directeur de la chaîne qui fait de l'argent avec, ça, c'est scandaleux. Et vous allez jusqu'à vouloir le dénoncer aux impôts, hein, c'est ça? Oui, nous connaissons bien une dame qui a opéré une fois sur Antenne 2, mais elle avait une relation un peu bizarre avec le directeur adjoint à l'époque. Eh bien, elle vit en Suisse pour ne pas payer d'impôts. Bon, et Dieu dans tout ça, mais je ne vous laisse pas répondre. Je vous cite simplement parce que vous dites à un moment, un jour je fais une conférence, je ne sais plus où, et à la fin de la conférence où vous avez parlé de l'univers, de la manière dont vous venez de le faire, je suppose, il y a deux personnes qui successivement viennent vous voir. La première vous dit merci de m'avoir démontré l'existence de Dieu, et l'autre vous dit merci de m'avoir montré que Dieu n'existait pas. Et ça, j'étais très heureux, parce que nous ne sommes pas des gourous. Moi, je vous apporte des faits. Et c'est à vous de faire un effort pour réfléchir derrière. Et je ne supporte pas les gens ou les scientifiques qui se prennent de grands gourous avec souvent la télévision leur met un pied à l'eau derrière et qui apportent la vérité. Ça, c'est insupportable. Nous vous apportons des faits, nous apportons une réflexion, nous apportons des choses et à chacun doit faire l'effort d'eux. Et je ne supporte pas non plus les gens qui suivent les autres parce que ça leur évite de penser. Essayez de penser par vous-même. C'est ça que j'essaie de dire aux étudiants. Je voulais signaler, enfant du soleil, toujours dans cette volonté de faire penser par soi-même. Je signale aussi au Seuil la plus belle histoire de la Terre. Interrogé par Jacques Girardon, L'astronomie et l'espace de Philippe de la Cotardière et Jean-Pierre Penaud chez Larousse. Et je voulais vous lire un poème de Jean-Pierre Luminet parce que finalement aussi cet espace, ça aboutit peut-être aussi à la poésie. Quel est un mot sur quand vous n'êtes pas là-dedans? Dans cette chose qui s'appelle passion, vie, etc. Vous êtes dans quoi? Dans beaucoup de choses. Vous savez, l'astronomie et la gastronomie sont proches, il y a qu'un petit jet de différence. Donc j'adore les nourritures de ce monde. Le vin et les nourritures, c'est des choses merveilleuses. Le sport est passionnant aussi. Quand je vais à l'opéra, j'éprouve des émotions et j'ai la chance de bouger beaucoup. Donc on aille au Metropolitan à New York ou à Los Angeles ou à Paris, il y a quelquefois des opéras extraordinaires. Marcher dans la nature, découvrir le monde en marchant est une passion. Et vous avez le temps pour tout? C'est vrai que la notion d'espace-temps... Vous voyez, je parais 95 ans et en fait j'ai un petit peu moins. Ça veut dire que les nuits sont courtes. Mais Romain Palka, qu'avez-vous entendu de ce qu'a dit André Braic? C'est surtout la modestie de l'homme des sciences que vous représentez et ce qui, je pense, concerne aussi les artistes. Et il n'y a jamais une certitude d'une démarche, même que ce que peut dire un artiste comme moi, qui peint sa propre existence, peut seulement dire, même que certains disent qu'on ne sait pas qu'on est réellement présent dans cette réalité que nous appelons le monde, l'univers, mais au moins, moi, je trouve que cette certitude, on doit avoir, au moins cette certitude qu'on existe. Je me rappelle une histoire concernant un scientifique marxiste en Pologne. Ils nous ont, disons, raconté les points de vue matérialistes, et pour faire la différence, souligner la différence, c'était les pays, la philosophie idéaliste. Alors, il donnait un exemple que si la réalité pour les idéalistes est telle que c'est une illusion, pourquoi ils ont peur qu'une tuile va tomber sur leur tête? Et moi, ma manière de voir la réalité, je dis, mais oui, mais le seul problème, qu'ils ont peur dans cette illusion, et c'est leur réalité. Oui, c'est cette histoire-là. Et je pense que l'univers que vous donnez comme une émotion, c'est une émotion très très forte que j'ai sentie. Je pense qu'une démarche comme la mienne, une démarche qui veut exprimer, disons, l'émotion de l'être par la peinture, par une suite de nombres que je peins depuis 1965, est aussi baignée dans une énorme émotion que les gens ne comprennent pas d'habitude. Ils s'imaginent que c'est très froid, c'est très conceptualisé, c'est très, disons,
dialectique comme pensée sur la peinture. On va essayer de voir que non dans une seconde. André Braic, je termine en disant qu'il y a un astéroïde qui s'appelle Braic. Hein, et c'est normal Qui est puisque donc vous la êtes... taille du village qui porte mon nom. Voilà, et vous avez un petit bled, c'est où, dans le sud, hein, Sud de l'Ardèche. dans le sud de l'Ardèche, qui s'appelle Braic également.